Madame, Monsieur Alphonse. Mais c'est le même sourire que tu as. Mais pourquoi tout le monde sourit comme ça? C'est le sourire mycodestisé. Ah, oui, imaginez, avec 8500 francs seulement, tu deviens membre et copropriétaire de Mycodec. Sérieusement? Oui. Ouvrir un compte au Mycodec, c'est prendre le contrôle de tes finances et impacter ta vie et celle de ta famille. Avec 8500 francs seulement, tu n'es pas qu'un simple client. Alors, profite de cette promotion et rejoins ces milliers de Congolais au sourire mycodestisé et qui bénéficient de comptes épargne courant, carte monétique, Mycodec mobile pour son pôle et alerte SMS. Oh, Mycodec Coco. Un Congolais, un compte copropriétaire avec 8500 francs seulement. Zedem, oui, c'est réservé seulement aux Congolais? Non, c'est pour tout le monde. Je me mycodécise alors. Parfait. Allez, on y va. Comme ça, toi aussi, tu auras un sourire mycodécisé. Ça marche. Rejoignez les Mycodec dès aujourd'hui. Pour 8500 francs seulement, ouvrez votre compte et devenez copropriétaire. Ensemble, construisons un avenir radieux. Mycodec, encore plus proche de vous. Madame, Monsieur, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans cette grande édition du journal télévisé de 19h30 sur MCR TV. Dans une poignée de secondes, on se retrouve pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Et ouvrons tout de suite ce journal par cette actualité en rappel. Hier, mardi 3 juin 2025, l'administrateur maire sortant du 4e arrondissement Luandili, Jean-Toussaint Max Luemba, a passé le témoin à Yolande Bati-Londo, administrateur maire rentrant du 10 arrondissement, qui Serge de Mwanza, Hippo Malanda. Le siège du 4e arrondissement de Pointe-Noire, Luandili, a été mardi 3 juin, en fin de matinée, le théâtre de la passation de service entre le maire sortant, Jean-Toussaint Max Luemba, et le maire entrant, Yolande Bati-Londo. L'événement était supervisé par Sylvestre Limpois, le nouveau secrétaire général du département de Pointe-Noire, en présence des administrateurs maires d'autres arrondissements de la ville. Faisant la présentation de sa circonscription administrative, Jean-Toussaint Max Luemba s'est exprimé en ces termes. Le 4e arrondissement qui vous accueille est l'ancienne capitale du royaume de Luangu, établie comme telle par le clan et dynastie de Bouvanji. Sous sa forme actuelle, Luandili, qui a l'honneur de vous recevoir en ce moment, a une superficie de 36 738 km², une population de 223 102 habitants. Quant au nouvel administrateur maire, l'occasion était aussi tout indiquée pour exprimer sa reconnaissance à la République. À la tête de cet arrondissement, aussi ouvert à la diversité nationale, cela interpelle mon sens de la responsabilité et du devoir, de l'écoute. C'est ainsi l'occasion de rendre un hommage les plus vibrants à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Raymond Zéphirin Mboulou. Le patron de la cérémonie, Sylvestre Limpois, qu'assistait la secrétaire générale de la commune de Pointe-Noire, a rappelé quelques consignes pour une meilleure administration de proximité. Mais vous avez aussi une tutelle préfectorale. Et à ce titre, vous allez évoluer sous l'autorité de M. le préfet du département de Pointe-Noire. Et cette double tutelle vous oblige à rendre compte à la fois à M. le préfet du département
de Pointe-Noire et au maire de la ville de Pointe-Noire. En rappel, Yolande Batilandou a été nommée nouvel administrateur maire de l'arrondissement numéro 4 Luandili en remplacement de Jean Toussaint Max Louemba au terme du décret numéro 2025-185 du 21 mai 2025 portant nomination des administrateurs maires d'arrondissement en République du Congo. Et dans le même registre, cérémonie de passation de service entre les sous-préfets entrants et sortant de Tchambandassi ce mercredi 4 juin 2025 sous la supervision du secrétaire général du département de Pointe-Noire représentant le préfet. Les temps forts de cette cérémonie avec Amélia Baker. Après 16 mois à la tête du district de Tchambandassi dont il avait pris les fonctions le 7 février 2024, Fernand Okunza passe le témoin à Alphonse Okwiri qui désormais devra présider aux destinées de ce district. Entre autres temps forts ayant marqué cette cérémonie riche en émotions, la lecture du décret de nomination par la directrice départementale de l'administration du territoire, suivi du mot de circonstance du sous-préfet sortant. Je souhaite la bienvenue à mon successeur, le sous-préfet Alphonse Okwiri, à qui je transmets les dossiers et les clés de ce district avec confiance et sérénité. La passation du témoin entre les deux hommes a été suivie par la signature du procès-verbal de la passation de service ainsi que la passation des consignes au nouveau sous-préfet par le secrétaire général du département, Sylvestre Limpoa. Monsieur Alphonse Okwiri, par décret présidentiel datant du 20 mai 2025, vous avez bénéficié de la confiance du président de la République, chef de l'État, qui a fait de vous sous-préfet du district de Tchambandassi. En fonction des pouvoirs qui me sont délégués par monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, je vous installe officiellement dans vos fonctions. Alphonse Okwiri, qui place son mandat sous 3 axes prioritaires, a détaillé son plan d'action dans son allocution. Premier axe, assurer la protection des personnes et de leurs biens. Cet impératif visera non seulement à lutter contre les actes délictueux graves, mais aussi contre ce que l'on a coutume d'appeler les incivilités au quotidien. Deuxième axe, favoriser l'installation des opérateurs économiques en vue du développement du district. Je forme le vœu de continuer à suivre le suivi de l'employabilité des jeunes, les relations entre l'employé et l'employeur. Troisième axe, veiller à la préservation de l'écosystème et à la vulgarisation du numérique. Le nouveau sous-préfet n'entend ménager aucun effort pour faire de la sécurité de ce district l'une des portes d'entrée et de sortie du pays, l'un de ses chevaux de bataille. Et puis, parlons travaux publics. Dans ce journal, le marché de Tchétché avait été démoli le 28 mai 2015, puis par la suite délocalisé. Après 10 ans d'attente, les travaux semblent démarrer depuis quelque temps. Des précisions dans ce reportage de Sir Modeste Mafuta Paris. Cette maquette, placée à l'entrée du chantier, est la représentation prochaine de cet nouvel édifice. Les uns et les autres expriment leur satisfaction de voir les travaux reprendre après des années d'attente et d'insécurité. Concernant ce marché, sur la faisabilité, Jean de Dieu Gomez Niali confirme ce qui suit. Nous avons commencé le chantier, nous avons repris les travaux à partir du mois d'avril, début avril. Et nous espérons terminer ce chantier à partir de fin février ou bien fin mars. Ce que je peux dire, en tout cas, nous travaillons d'arrache-pied et nous espérons respecter ce délai. Bon, la configuration de ce marché sera de 2 niveaux. La reprise des travaux du marché Tchétché est perçue avec soulagement par les commerçants qui ont été délocalisés. Comme ça là, ça va. Et par rapport à nous les vendeurs, comme ça là,
on va prendre encore un nouveau marché de notre quartier Tchétché, 3e arrondissement des Pointes-Noires. Nous, les vendeurs comme ça, là, on va ici, là, c'est pas bien pour nous. Ouais, en plus, c'est une voie, c'est le goudron en plus. Si on rentre là-bas, ça va nous faire du bien. Exerçant sur un site provisoire depuis de longues années, les commerçants espèrent une accélération des travaux afin de retourner dans leur nouveau espace de travail. Adi Mohamed Dimbo. D'abord, je vais remercier d'abord le chef de l'État. Ça, c'est les promesses. Hein. Ça a mis du temps, mais comme ça, là, on est en train de réaliser les promesses. Ça nous fait du bien. La reprise des travaux dans ce marché est un événement positif pour la ville de Pointe-Noire, qui a besoin de ce type d'infrastructure moderne en ce 21e siècle. Et puis, autre fait marquant de l'actualité, entrée de la 3e vague des journalistes ponténégrins sélectionnés au projet Info Lissango de CEFI en partenariat avec l'Union européenne. Journalisme en contexte sensible, c'est le thème abordé et le reportage de Guy-Serge de Moinza. Un panel de journalistes ponténégrins issus des médias privés a commencé lundi 2 juin la formation sur le thème journalisme en contexte sensible. Cette activité se déroule dans un hôtel de la ville et ce jusqu'au 6 juin. Il s'agit là de la 3e vague qui participe à cette série de formations initiée par l'Agence française de développement des médias, CEFI, en association avec la délégation de l'Union européenne en République du Congo. Lassina Nyangali, formateur, précise l'objet de ce thème pour les journalistes congolais. Cet atelier porte sur le journalisme en contexte sensible. C'est une initiative portée par l'Agence française de développement média avec l'appui de l'Union européenne. L'intérêt de former les journalistes sur cette thématique, c'est de pouvoir les outiller pour les préparer pour qu'ils puissent traiter convenablement les informations en période électorale, en période de crise. Quand on parle de crise, ça peut être crise sécuritaire, ça peut être crise sanitaire. Alors, ce sont des moments où le traitement de l'information devient assez complexe. Dans le journalisme classique, nous ne sommes pas suffisamment préparés à faire face à ces situations. Donc voilà tout l'intérêt de cette session. Par la même occasion, ce dernier a bien voulu contextualiser en apportant des éléments de réponse sur la couverture médiatique de la présidentielle de 2026 au Congo. En 2026, le Congo se prépare à organiser des élections. Et qui dit élection, c'est des périodes où la situation peut être parfois tendue. Et les journalistes et les médias ont un grand rôle à jouer pour l'apaisement du climat et à travers la diffusion et le traitement d'informations de qualité. Donc c'est tout l'intérêt de cet atelier. On rappelle, les 2 premières cohortes ont travaillé respectivement sur les fondamentaux du journalisme et la vérification d'informations en ligne. Et parlons santé publique dans cette édition, l'ignorance des signes de la ménopause peut avoir plusieurs conséquences sur la santé de la femme, notamment des problèmes de santé physique et mentale. Il est important de reconnaître ces signes et de consulter un professionnel de santé. On en parle dans ce reportage. La ménopause peut être une période difficile pour les femmes avec des symptômes élucidés par l'assistant sanitaire de santé publique Djola Ibara Mboulou. L'arrêt de cycle menstruel d'une femme à un âge donné de sa vie. Mais le plus souvent, c'est biologique. Vous allez voir que ça varie le plus souvent d'une femme à une autre. Ce n'est pas que toutes les femmes prennent la ménopause au même moment, au même âge. Ça dépend. Il y a de certaines qui ont eu précocement les règles, peuvent aussi avoir des fois une ménopause précoce. Cependant, c'est le plus souvent vers l'âge intermédiaire entre 39 à 45 ans. Certaines femmes peuvent avoir des symptômes de la ménopause qui sont similaires à ceux d'autres conditions médicales.
signe majeur, le plus souvent, c'est les bouffées de chaleur. En plus de cela, peut s'accompagner aussi de l'anxiété. L'anxiété, c'est dire que quand la femme ne s'y attendait pas, qu'elle va bientôt rentrer dans la ménopause, il se fait faire plus de pensées. Parce que surtout si elle est dans un foyer, elle voit que ce mois-ci, je n'ai pas vraiment réglé correctement. Il y a eu l'absence. Pour elle, la première pensée, quand il y a l'absence des règles, c'est qu'on sous-attend est-ce que je suis tombé enceinte. Les symptômes de la ménopause peuvent varier en intensité et en durée et ne sont pas toujours ressentis et de la même manière par toutes les femmes. Donc qu'ils ont déjà atteint l'âge, 39 à 40 ans, si ils ont ces perturbations-là, qu'ils ne s'alarment pas. Le mieux, c'est d'aller au niveau des centres de santé, consulter une sage-femme ou bien voir un gynécologue pour faire des examens préliminaires dans ça. Il est essentiel de sensibiliser les femmes aux symptômes de la ménopause et de leur fournir des informations complétées sur l'option de traitement disponible. Et abordons ce sujet de transport urbain où les rabatteurs jouent un rôle important dans le système de transport en commun. Ils contribuent à compenser la déficience du service public et à offrir une alternative, bien que souvent informelle. C'est un sujet de Sir Modeste Mafouta Paris. Les rabatteurs sont souvent perçus comme un complément au système de transport public qui peut être déficient. Ils offrent une alternative non moins importante. Leur activité est donc essentielle pour assurer la continuité de la mobilité dans la ville, a dit Rufin Lopanza. Le rabatteur, c'est celui qui prend un client pour l'amener à un commerçant. De ce genre de travail du fait. Quand il appelle ici là, Fontchétier, ici là, Grand Marché, c'est l'appel d'un client. Et il amène où? Chez un commerçant. Le commerçant, c'est l'homme qui est là dans le bus, dans le taxi, pour faire sa recette. Ces derniers contribuent à l'animation du système de transport en commun, réglementé par leur tutelle. Il vient pour adhérer. La fiche d'adhésion est là, la carte de photo est là, donc il vient pour adhérer avec l'acte de naissance qui est là. Une fois adhéré, nous leur donnons une marge d'étude. Nous devons étudier le dossier. Après avoir étudié le dossier, de 2 ou 3 semaines, nous leur faisons sortir une carte. D'abord de moralité, c'est une carte qui est bleue. Et la carte de moralité vient ensuite, c'est une carte orange que celle-là, une carte définitive de 4 ans. De 4, le mettre en sécurité. La police connaît, la gendarmerie connaît et l'armée connaît aussi ce genre de carte. Leur objectif principal est non seulement d'inciter les voyageurs, mais non seulement, ça leur garantit une rémunération non moins importante. Le rabatteur ne peut pas faire un travail là où ce n'est pas bénéfique. S'il est là, c'est parce qu'il gagne quelque chose. Et si nous sommes là aussi, c'est parce que nous gagnons quelque chose. Hein? Les cotisations que nous faisons là, c'est ça notre rubrique. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Les rabatteurs sont un aspect important, bien souvent informel, tout en jouant un rôle de facilitation et d'intermédiaire entre les voyageurs et les transporteurs. Et poursuivons cette édition pour dire que les ceintures maraîchères de la ville de Pointe-Noire se voient être relancées par les activités agricoles en cette période de saison sèche. Un climat favorable pour ces nombreux agriculteurs locaux. On en parle dans ce sujet signé Amélia Baker. Après une période de baisse de leur productivité liée à la pluviométrie, les maraîchers des ceintures agricoles peuvent maintenant sourire avec l'avènement de la saison sèche, une période jugée favorable à leur culture. Ceux de Mvumvu s'activent autour de leur plantation. La relance est là. Mais oui, puisque les temps ne sont pas tellement trop chauds comme dans la saison des pluies. Là, il fait frais, tel que là, depuis la matinée, il n'y a pas de pluie. Donc, en fait, c'est ce que les légumes aiment. En tout cas, si ça continue comme ça, il faut avoir l'espoir.
En dépit de la présence de quelques insectes et autres crabes qui souvent nuisent à leur culture, ces maraîchers gardent la tête haute et s'attendent à une production abondante en vue d'une bonne récolte. Pour nous, il y aura un peu de rentabilité. Parce que quand il fait trop chaud, il n'y a pas de rentabilité. Surtout aussi l'arrivée des brouillards. Les brouillards sont très importants pour nous parce que ça nous favorise en fait la bonne croissance des produits. Sur quelques sillons, certains légumes verts ayant déjà pris de la hauteur vont inonder les marchés d'ici à quelques jours pour le grand bonheur des consommateurs. Et abordons cette série de sujets sur l'éducation, la gestion du temps par les candidats avant les examens d'État, une préoccupation souvent constatée. Quelques élèves abordés sur ce sujet évoquent cette gestion tant morale et physique. Suivez. Gérer son temps efficacement à l'orée d'un examen est nécessaire pour maximiser ses performances et réduire le stress. De la planification préalable à la gestion des pauses en passant par la priorisation des tâches est plus qu'important. Tel que l'ont souligné ces candidats aux différents examens d'État. Travailler à la dernière minute n'est pas vraiment valable et n'est pas vraiment approprié. Tu auras à perdre plusieurs trucs encore, tu n'auras plus à retenir plusieurs choses que tu voulais retenir. Tandis que le premier jour, tu as plusieurs notions que tu pourrais déployer et qui pourraient t'emmener en fait. Déjà, mon état d'esprit est positif. J'ai déjà appris, j'ai déjà connu mes leçons. Donc là, je fais juste le remarketing. Je fais juste voir ce que j'ai déjà appris et voir là où je n'ai pas compris pour essayer de voir si je peux combler le trou de ce que je ne connais pas. La gestion du temps qui reste est donc essentielle à développer pour réussir. L'idéal est de se servir de la totalité du temps pour faire des choses du mieux possible. Selon moi, selon ma compréhension, je trouve que non. Parce que tu ne peux pas retenir ce que tu as eu à faire de premier jusqu'à la dernière année. Le dernier moment, c'est juste un moment de réviser, de se relaxer et d'attendre juste le jour en fait. Beaucoup de lire, ça ne va pas tout capter en même temps. Mais ce que tu connais, tu peux déjà appliquer. C'est juste s'entraîner sur ce que tu connais déjà et essayer d'ajouter un peu. Travailler en groupe n'est pas vraiment la bonne solution à ça. Individuellement, tu peux plus apprendre qu'en groupe. Parce qu'en groupe, il y a un peu du désordre et tout. Donc individuellement, tu peux savoir tes difficultés à toi-même. Mais en groupe, je ne suis pas sûr. Pour une meilleure gestion du temps restant, en vue d'affronter son examen, il est essentiel de bien s'organiser. Enfin, c'est à travers la note numéro 0641 du 20 novembre 2024 que le département de l'enseignement technique et professionnel fixait les dates des examens d'État au titre de l'année scolaire 2024-2025. Qu'en est-il au niveau de l'enseignement professionnel? Des éléments de réponse dans ce reportage que je vous propose de suivre. L'année scolaire se termine traditionnellement au mois de juin, juillet, août pour les examens d'État, tout en sachant que ces évaluations varient selon le secteur éducatif. Le calendrier est fixé annuellement par les autorités compétentes. Le cas de l'enseignement professionnel, où le chef de service examen et concours, Jean-Aimé Saumon, dévoile les statistiques et le calendrier. Le bac aura lieu le 11 juin jusqu'au 16 juin. S'en suivra automatiquement les épreuves pratiques qui commenceront du 17 juin au 21 juin 2025. Après donc le bac professionnel, nous passerons donc au BET, brevet d'études techniques, mais ça c'est au niveau de l'enseignement professionnel, donc au niveau agricole. Et à ce niveau, nous avons un total de 30 candidats au niveau de l'EPEM de Ngoyo. Et nous avons 12 candidats au niveau des candidats libres. Donc au total, nous avons un effectif de 42 candidats en ce qui concerne le BET professionnel. Le DEX, qui est donc le diplôme d'études et carrières de la santé. Donc les épreuves écrites auront lieu du 8 juillet au 12 juillet 2025. Et après, s'en suivra les soutenances et les épreuves pratiques. Le respect des règles d'organisation des examens est crucial pour assurer la validité des résultats et la transparence du processus a renchéri ce dernier. Puisque les épreuves d'EPS d'éducation physique se sont passées sans problème et nous avons donc reçu les dernières réclamations des enfants parce que c'est même ce matin que j'ai reçu les derniers qui ont été réhabilités après qu'on ait constaté qu'il y avait des faux diplômes.
Et lorsqu'ils ont apporté les justificatifs, bon, tout le monde a été rétabli dans leurs droits. Et ces candidats sont donc prêts à affronter les épreuves des examens de fin d'année en ce qui concerne chacun sa filière. Donc je peux dire, sans risque de me tromper, qu'à ce jour d'aujourd'hui, tout est fin prêt pour que ces enfants viennent concourir sans problème. En ce qui concerne l'enseignement professionnel, les candidats à l'enseignement professionnel sont disséminés dans 19 centres, dans les 30 centres qui existent en Pointe-Noire. En définitive, ces évaluations de fin d'année sont déterminantes pour le niveau de réussite des élèves, mais aussi de leurs établissements scolaires. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal télévisé. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.